Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062. Aujourd'hui au programme, on clôt dans le fond le dossier 1 avec la section sur la conductibilité et le pH. Commençons donc par distinguer les trois différents types de solutions que je vais avoir. Donc, dans la première situation, j'ai une solution qui est un non-électrolyte. Un non-électrolyte, en fait, c'est, par exemple, l'exemple du sucre que j'ai représenté ici. La molécule restant pris ensemble, eh bien, je ne vais pas avoir une formation d'ions. Et si je n'ai pas de formation d'ions, eh bien, je n'ai pas le déplacement de ces ions-là vers les différentes électrodes. Pas de déplacement, ça veut dire quoi? Eh bien, pas de déplacement, ça veut dire pas de courant électrique. Ce qui veut dire qu'une solution non électrolyte, eh bien, c'est une solution qui ne conduit pas le courant électrique. Lorsque je parle d'un électrolyte faible, eh bien, vous voyez qu'il y a juste deux petites ampoules qui se sont allumées. Ce qui arrive ici, c'est que j'ai ce que je voulais avoir, autrement dit, des ions. Donc, j'ai certaines molécules de mon vinaigre qui se sont brisées pour produire des ions H+, et des ions CH3CO-. Et bien, ces ions-là vont pouvoir se déplacer vers les électrodes et de cette façon-là, j'ai un déplacement, j'ai donc un courant électrique qui va être conduit dans la solution. Par contre, ce ne sont pas toutes les molécules qui se dissocient. Donc, je vais quand même avoir du CH3COH. Si ce ne sont pas toutes les molécules qui se dissocient, ça signifie donc que je n'ai pas une solution qui est optimale. C'est la raison pourquoi l'électrolyte est faible. Vous vous doutez que dans la dernière situation, dans le KOH par exemple, eh bien le KOH, toutes les molécules se dissocient. J'ai donc beaucoup plus d'ions pour se déplacer et donc je vais conduire beaucoup mieux le courant électrique. C'est donc ce qui va me donner un électrolyte fort. Une solution qu'on dit non électrolyte, c'est donc une substance qui ne conduit pas le courant électrique lorsqu'elle est dissoute dans l'eau. On parle de l'alcool ou du sucre par exemple. Un électrolyte faible, c'est une substance qui conduit un peu le courant électrique lorsqu'elle est dissoute dans l'eau. On parle du vinaigre par exemple. Et un électrolyte fort, c'est une substance qui conduit beaucoup le courant électrique lorsqu'elle est dissoute dans l'eau. On parle par exemple du sel de table. Pour conduire le courant, je vais donc avoir trois conditions à respecter. La première chose, eh bien, je dois avoir des liaisons ioniques. C'était le problème du sucre ou de l'alcool. Comme les liaisons ne sont pas ioniques, je n'ai pas de formation d'ions. Si je n'ai pas de présence d'ions, si je n'ai pas de formation d'ions, je n'ai pas de courant électrique qui pourra être conduit. La deuxième chose, je vais avoir une mobilité des ions. Autrement dit, eh bien, ma substance doit être dissoute. Parce que le NaCl, le sel de table, eh bien, si je le retrouve sous forme solide, eh bien, le Na va rester collé avec le Cl. J'ai pas de déplacement, j'ai pas de courant électrique. Donc, c'est au moment où est-ce que je vais le mettre en solution que les ions de Na+, et de Cl- vont se séparer et donc pouvoir conduire le courant électrique. Et dans le troisième élément qui est très important parce que sinon ça serait très dangereux de se baigner l'été, eh bien je dois avoir une orientation des ions. Autrement dit, je dois avoir une présence d'électrodes dans ma solution. Donc ça ne suffit pas d'avoir une piscine avec du chlore dedans ou du sel dedans pour attraper un choc électrique et avoir un déplacement d'ions. Je dois avoir quelque chose qui va me forcer à déplacer mes ions. Et on va distinguer trois différents types d'électrolytes. Le premier, eh bien, ce sont les acides. Les acides, c'est toujours une molécule qui va libérer des ions OH+ en solution aqueuse. Donc, il est formé d'un ion H+ et d'un autre type d'ion, qui peut être soit un non-métal ou un ion polyatomique. Un ion polyatomique, c'est un ion polyatomique, plusieurs atomes. Donc, ça va être un ion qui va être formé de plusieurs atomes. Les acides ont toujours un pH inférieur à 7 et ils vont libérer des ions H+ en solution aqueuse. C'est l'ion H+ qui forme la molécule de toute façon. Ils vont aussi rougir le papier tournesol. Et là, je porte une attention au fait que j'ai mis l'acide en rouge. En fait, je m'en cache même pas. J'ai essayé de vous laver le cerveau. Je veux que vous associez dans votre cerveau la couleur rouge aux acides. Donc, le papier tournesol rouge va rester rouge et le papier tournesol bleu va devenir rouge. Au niveau des exemples, il y en a plusieurs, j'en ai choisi 3.
Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir le HCl qui va se scinder, se dissocier pour donner des ions H+, et des ions Cl-. J'ai donc des ions positifs et négatifs. Automatiquement, je suis un électrolyte, je vais conduire le courant électrique. Il existe aussi ce qu'on appelle des polyacides. Autrement dit, ce sont des substances qui vont libérer plus qu'un ion H+ en solution. Donc, le H2SO4 en est un exemple. Je libère 2 ions H+, ou le H3PO4 qui libère 3 ions H+. Il y a une petite exception spéciale. Je ne vous expliquerai pas pourquoi c'est une exception. Je vais simplement vous dire que c'est une exception. Donc, l'ion acétate, il est un peu spécial. En fait, l'ion acétate, à cause de la façon dont il est fait, je vais le placer au début de la molécule. Donc, il faut faire attention parce que CH3COH, même s'il ne commence pas par H, comme c'est le cas de la plupart des acides, il va quand même libérer des ions H+, et un ion acétate CH3CO-, ce qui veut dire que j'ai quand même, dans ce cas-ci, un acide, c'est du vinaigre. Donc, ça va libérer un acide quand même, un ion H+. Au niveau des bases maintenant, donc les bases, bleu base, ok? Donc, pour former des bases, ce sont des substances qui vont libérer des ions OH- en solution aqueuse. Donc, ils sont formés soit d'un métal ou de l'ion NH4+, c'est le seul ion polyatomique positif, donc soit un métal ou NH4+, qui va être lié à l'ion OH-. Et c'est cet ion OH- qui va être libéré en solution qui va en faire une base. Le pH est supérieur à 7. Comme je le disais, il va libérer des ions OH- et il va bleuir le papier tournesol rouge. Donc, le papier tournesol bleu reste bleu et le rouge devient bleu. Des exemples, encore une fois, j'en aurai plusieurs. Donc, j'ai décidé d'y aller avec le NaOH qui va donner du Na+, un métal, avec du OH-. Le NH4OH va devenir du NH4+, et du OH-. Et là, je porte une attention sur l'ion polyatomique. Vous remarquez que le 4, eh bien, je l'ai laissé dans l'ion polyatomique. Je ne l'ai pas mis devant. Pourquoi? Eh bien, parce que dans mon ammonium, donc dans le NH4+, eh bien, j'ai un azote et 4 hydrogènes qui vont rester pris ensemble. OK? Donc, ce n'est pas comme les exemples que j'avais lorsque je parlais des acides où j'ai 2 ions H+, qui vont se séparer, qui ne seront pas fusionnés ensemble. Le NH4+, il reste pris ensemble. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai laissé le 4 en indice. J'ai un azote et j'ai 4 hydrogènes. Finalement, vous remarquez un autre élément un peu particulier dans la dernière base, c'est que j'ai des parenthèses dans ma formule chimique. Eh bien, la parenthèse, c'est juste pour indiquer que c'est mon ion polyatomique qui est répété 2 fois. Ça va donc me donner un Ca+2 et 2 OH-. Donc, 2 ions OH-. Et cette fois-ci, le 2, je le mets devant parce que les OH- ne sont pas liés ensemble. Ce sont 2 ions OH- qui vont flotter de façon différente, séparée dans ma solution. Et c'est la raison pourquoi j'avais mis des parenthèses. C'est comme ça qu'on va me l'indiquer. J'ai encore une petite exception. Le C2H5OH. En fait, il va en avoir quelques-unes des exceptions. Ici, j'ai donné l'exemple du C2H5OH, mais tous les alcools vont en être, en fait. Donc, méthanol, éthanol et compagnie. Le problème avec eux, c'est qu'ils finissent par OH. Donc, en finissant par OH, on associe toujours « Ah ben oui, ça doit être une base ». Mais non, parce que le C2H5+, ce n'est pas un métal et ce n'est pas un NH4+, non plus. Donc, la molécule ne va pas se dissocier. Le C2H5+, ce n'est pas un ion polyatomique. Donc, comme elle ne se dissocie pas, je ne forme pas d'ion. Si je ne forme pas d'ion, je ne libère pas d'ion OH- en solution. Je ne suis donc pas une base et je ne vais pas conduire le courant électrique non plus. Finalement, le troisième type de molécules, ce sont les sels. Les sels sont formés soit du métal NH4+, que je retrouvais dans la base, avec soit un non-métal ou un ion polyatomique que je retrouvais dans mes acides. Donc, ce sont vraiment des ions qui sont présents à l'intérieur de ma solution, seulement ce ne sont ni des ions H+, ni des ions OH-. Le pH va être de 7. Comme je l'ai dit, ils vont libérer des ions autres que H+, et OH-, et ils n'auront aucun effet sur le papier tournesol. Et là, je mets beaucoup d'emphase sur le principe qu'ils vont libérer des ions quand même. C'est la raison pourquoi l'alcool, comme je le disais tantôt, n'est pas un électrolyte, ou je pourrais le dire aussi pour le sucre qui n'est pas un électrolyte, parce que lui, quand je vais le dissoudre dans l'eau, il ne libère pas d'ions.
Les sels vont libérer des ions. Ils vont libérer des ions métalliques et non métalliques ou NH4+, ions polyatomiques, mais je vais libérer des ions, c'est ça qui est important. Donc, je vais pouvoir conduire le courant électrique même si je suis neutre au niveau du pH. Donc, j'ai un pH de 7. Des exemples, j'aurais pu en nommer plusieurs, encore une fois. J'ai choisi de donner le K2S, qui va donner 2K+, plus S-2. Le Al2SO4 3 fois, donc vous remarquez encore la parenthèse comme je le voyais tantôt. Je vais donc avoir 2Al plus 3 et 3SO4 moins 2. Et j'ai mis du NH4NO3, qui sont deux ions polyatomiques. Donc à ce moment-là, je les ai simplement séparés. À noter au niveau de l'exception, c'est la même exception que j'avais au niveau de mes acides, donc faire attention à l'acétate. L'acétate, il se place toujours au début de la molécule, c'est vrai aussi pour un sel. Donc le CH3COLI va donc être un sel où je vais avoir libération d'un ion métallique, le Li+, et d'un ion polyatomique, le CH3CO-. Mon échelle de pH, en fait, c'est comme on l'a dit, les pH qui sont inférieurs à 7, on dit que c'est des acides, et supérieurs à 7, on va dire que c'est des bases. Et les pH de 7, précisément, ce sont des substances qui sont neutres. Donc, soit des sels, des solutions salines, ou des solutions qui sont simplement pas des électrolytes, comme du sucre ou de l'alcool. Si je passe d'un pH de 2 à un pH de 1, eh bien, je vais être 10 fois plus acide. Donc, cette échelle-là, c'est une échelle qui est dite logarithmique, ce qui veut dire que si je passe d'un niveau à un autre, c'est pas une fois plus, c'est 10 fois plus. De la même façon, si je passe de l'échelle 11 à l'échelle 10, eh bien, je vais être 10 fois plus basique. Je remarque aussi que je vais avoir différentes substances qui vont changer de couleur selon le pH. C'est ce qu'on appelle des indicateurs. Les indicateurs de pH, on les utilise beaucoup justement pour essayer d'évaluer quel sera le pH de ma solution. Et je vais avoir des substances qui vont avoir une seule zone de virage. Donc, c'est juste un intervalle de pH où je vais avoir une variation de température, mais je vais avoir aussi certaines substances qui vont avoir plus d'une zone de virage, comme c'est le cas, par exemple, du bleu de thymol que vous avez tout en haut, où est-ce que j'ai deux zones de virage où je vais passer du rouge au jaune et du jaune au bleu. Au-delà de la zone de virage, la couleur va être relativement stable. Donc, vous le voyez par exemple pour le bleu de bromocrésol. Le bleu de bromocrésol est jaune jusqu'à pH autour de 3 et 3,5. Et après, il va y avoir une zone de virage où je vais être dans les couleurs verdâtres jusqu'à temps que j'atteigne mon bleu. Et là, ils vont rester bleus de façon très très claire jusqu'au pH 14. Je reviens un petit peu sur les dissociations parce que c'est quelque chose qui peut causer problème chez plusieurs élèves. Donc ici, quand je vais faire une équation de dissociation, je vais donc aller donner les ions qui sont produits par la dissociation de mes différentes solutions, mes différents électrolytes en fait. Donc dans ce cas-ci, quand je vais mettre du MgCl2 dans ma solution, eh bien, je sais que mon Mg va avoir une charge de plus 2 parce qu'il est dans la deuxième famille et que mon chlore va avoir une charge de moins 1 parce qu'il est dans la septième famille. Donc, quand je vais le mettre dans l'eau, il va former des ions Mg plus 2 et des ions Cl-. Mais je vois que c'est trois ions séparés qu'il donne. Donc, au lieu de donner Mg plus 2 plus Cl- plus Cl-, on va dire Mg plus 2 plus 2 Cl-. Le AQ, entre parenthèses, veut dire aqueux, autrement dit, dilué dans l'eau. Maintenant, si je parle du AlOH 3 fois, eh bien, dans ce cas-ci, j'ai un ion polyatomique qui est le OH, qui est l'hydroxyde. Et là, ce que vous voyez en haut, ce sont les ions polyatomiques qu'on va utiliser généralement à l'intérieur de mes solutions. Donc, je vous ai dit que je reviendrai un petit peu sur les ions polyatomiques. Les ions polyatomiques, ce sont des ions qui sont polyatomiques, plusieurs atomes. Le AlOH 3 fois, il est donc formé d'hydroxyde et d'aluminium. L'aluminium qui est dans la troisième famille.
ce qui veut dire que je vais former d'un ion Al+, et 3 ions polyatomiques OH-. Mais je laisse sous forme d'ions polyatomiques. Je ne sépare pas mes O puis mes H. L'ion polyatomique va rester pris en pain. Donc, à ce moment-là, je vais avoir 1 Al plus 3 et 3 OH- que je vais former dans ma solution. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en ions et en pH. À vous de surpasser le maître.